Quel avenir pour le G5 Sahel sans le Mali? C'est la question que l'on se pose en ce début de semaine. Et bien sûr, nous la posons sous le prisme d'une coalition qui est en train petit à petit de s'effriter. Après avoir claqué la porte du G5 Sahel le 15 mai 2022, suite au refus de certains chefs d'État de lui accorder la présidence tournante de cette organisation régionale, le Mali retire près de 1400 soldats de la force conjointe du G5 Sahel. C'est le chef d'état-major des armées du Mali qui en a donné l'ordre mardi 14 juin. Et dans un communiqué classé confidentiel qui a opportunément fuité, le général Oumar Diarra met fin à l'engagement des soldats maliens affectés au poste de commandement du G5 à Bamako, au fuseau ouest à Nema en Mauritanie et bien sûr au fuseau centre à Niamey au Niger. Comprenez-vous cette décision de Bamako? Le Tchad avait pourtant entamé une médiation une semaine après l'annonce du Mali de quitter l'organisation. Pourquoi cela n'a pas abouti? En un mot, quel avenir pour l'organisation régionale sans le Mali? Voilà la question que l'on se pose et la réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette première édition de la semaine. C'est votre émission Le Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média. Vous ne vous trompez pas d'adresse puisque beaucoup d'entre vous nous suivent sur les satellites Eutelsat et Amos. D'autres sont sur la 96.3 FM. C'est donc pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Et bien sûr, beaucoup d'entre vous, alors le plus grand nombre me semble-t-il, se trouvent en live streaming, soit sur Facebook, soit sur YouTube, et tout cela nous honore. Merci d'être avec nous. Eh bien, vous l'avez compris, dans nos propos liminaires, nous parlons du Mali, le pays d'Assimi Goïta qui a décidé il y a quelques jours, pour ne pas dire il y a un mois, c'est-à-dire le 15 mai 2022, de se retirer du G5 Sahel. Eh bien, de la parole à l'acte, les autorités de Bamako ont ordonné le retrait de leurs 1400 soldats, ceux qui formaient d'ailleurs ensemble les 5000 de l'effectif du G5 Sahel. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Votre avis compte. Appelez-nous et contribuez à cette thématique qui voudrait que nous mettions la lumière sur ce qui est là et ce qui n'est pas dit. Pour en parler, Jonathan Batengene, notre consultant permanent, est avec nous. Bonsoir, Jo. Bonsoir, Bachir Moumaladan. Bonsoir à toute l'Afrique qui nous regarde en ce moment. Tous ceux qui, dans toutes les régions de l'Afrique, sont déjà connectés en train de regarder cette émission. Mais ceux également qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Amérique latine et qui regardent l'émission tous les jours. Leur disons un vibrant bonsoir. Bonsoir également à tous les techniciens parce que c'est grâce à eux qu'il y a cette retransmission impeccable sur tous les canaux qui nous rendent accessibles. Également la direction générale qui supervise les opérations, les autorités de l'État du Cameroun qui travaillent à ce que le panafricanisme reste une réalité dans ce cher et beau pays, mais surtout les forces de sécurité et de défense qui veillent à la sécurité, qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de Cameroun. Merci d'être là, Jonathan Batengene. Et quand on parle du Mali, alors j'aimerais qu'on ouvre un peu le volume. J'ai l'impression que du côté de notre invité, le volume n'est pas au beau fixe. Eh bien, il s'agit du général Issa Diawara qui est avec nous. Général Issa, bonsoir. Maintenant, le volume est bon. Voilà. Donc, je profite pour saluer les techniciens qui ont la manœuvre. Donc, salut à vous et je salue mon frère, le camarade, le grand consultant Jonathan qui est au plateau avec vous. Et je salue tous ceux qui suivent For You Media à l'instant. Merci. Merci d'être là, Issa Diawara. Alors, à l'instant, comme vous le dites, je reçois ce communiqué du gouvernement malien. Merci à la directrice des médias qui nous l'a fait parvenir à l'instant même. Eh bien, on va le lire rapidement pour nos téléspectateurs dans la mesure où il s'agit quand même d'un événement un tout petit peu triste. Le gouvernement de la République du Mali a le profond regret d'informer que les paisibles populations des villages d'Ioula Sagou, Dionwell, Dégué Sagou et environ dans le cercle
de Bankas ont fait l'objet d'attaques terroristes lâches et barbares dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Le bilan cumulé fait état de 132 civils froidement tués par les combattants de la Katiba du Massina de Amadou Koufa, dont plusieurs parmi les auteurs ont été formellement identifiés. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente ses condoléances les plus émues de la nation aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement condamne avec la dernière rigueur les attaques et exactions perpétrées contre les paisibles populations et rassure que toutes les dispositions seront prises pour rechercher et traduire les auteurs de ces actes criminels devant la justice. Le gouvernement appelle à la communion des cœurs et des esprits des Maliens face à cette épreuve et réitère que la sécurité et la protection des personnes et leurs biens restent sa priorité absolue. En conséquence, les vaillantes forces de défense et de sécurité en première ligne dans la lutte contre le terrorisme continueront avec détermination la dynamique de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui, en veillant au respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Que Dieu bénisse le Mali. C'est donc un communiqué signé de ce jour, le 20 juin 2020, par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Voilà donc ce qui nous est arrivé au moment où nous voulons parler du Mali, très chers invités. Et quand on parle de ce Mali, on rend hommage à toutes ces victimes, Jonathan Batengene, plus d'une centaine selon le communiqué que nous avons reçu à l'instant. Nous inclinons devant leur mémoire, nous inclinons devant la mémoire de toutes ces plus de 10 000 personnes qui ont perdu la vie dans le cadre du grand terrorisme qui sévit au Sahel, mais surtout dans le grand de Nord Mali et dans le centre, qui a sévi dans le centre Mali. Nous nous inclinons devant ces mémoires, mais nous témoignons aussi de la solidarité à toutes les familles qui sont lourdement éprouvées. C'est ces familles qui payent le lot de tribut tous les jours. C'est ces familles qui connaissent la réalité de ce que c'est que le terrorisme. C'est elles qui ont perdu une maison, les champs, son bétail soit volé par ces hordes de barbares, de criminels venus d'un autre temps, avec la bénédiction malheureusement des forces obscures. Mais surtout quand nous disons obscures, c'est les forces de l'OTAN qui ont contribué à ce que ce terrorisme se développe. Nous condamnons avec la plus ferme énergie le terrorisme, surtout celui qui est perpétré avec la bénédiction des institutions de Paris et de Washington. Nous condamnons avec la plus ferme énergie l'activité qui coûte la vie ainsi à nos frères d'Afrique, à nos pères, à nos mères, à nos sœurs, et qui rendent orphelins des familles, parce que nous serons en train de parler ici, Bachir, il y a des orphelins qui ce soir seront en train de méditer sur leur sort. Nous témoignons notre solidarité à l'armée malienne. Nous lui souhaitons vivement de grandes victoires encore, comme celle qu'elle a engrangées durant le mois de mai et le mois de mars. Nous lui souhaitons de vite restaurer totalement l'intégrité de l'État du Mali dans le cadre de cette opération de Keletigui, et avec tous les GETIA qui sont organisés sur le terrain, les colonels, les sous-officiers, les officiers, les hommes de rang, vous tous, vous avez le soutien de toute l'Afrique. À chaque moment que vous passez là-bas, en fait, c'est l'Afrique que vous défendez. Et vous allez constater que chaque fois, quand nous saluons votre combat, c'est surtout parce que nous sentons que nous sommes avec vous sur le champ de bataille. Merci Jonathan Batengene pour ce vibrant hommage à la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie, à toutes ces autres victimes qui finalement, des orphelins, des veuves, etc. etc. Issa Diawara, c'est votre pays qui est éprouvé et c'est toute l'Afrique qui ressent cette douleur. Oui, effectivement, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire, permettez-moi de joindre ma voix à celle de mon prédécesseur, pour vraiment demander à ce que tous ceux qui sont tombés puissent reposer en paix, puissent éternellement reposer en paix. Vous savez,
Aujourd'hui, les gens qui sont tombés, c'est dans des villages, nulle part au monde, vous pouvez avoir une armée dans tous les villages. Ici, les terroristes étaient en débandade, ils ont fait éruption dans certains villages qui étaient éloignés des positions des forces armées de défense et se sont mis tout de suite à massacrer directement les populations. Et comprenez que ces gens-là qui se cachent derrière l'islam, qui sont loin d'être des musulmans, c'est des vrais terroristes qui sont à la solde d'une puissance extra-régionale. Ce sont eux qui font cela pour saboter, pour essayer de camoufler, pour essayer de masquer la montée en puissance des forces armées maliennes, qui est vraiment une réalité. Parce qu'en posant de tels actes, on va dire, mais où est cette armée qui est en train de monter en puissance? Mais nulle part au monde, ni en Russie, ni aux États-Unis, vous verrez la présence de l'armée dans chaque village, dans chaque hameau de Kouchi. Donc là, ils sont en train de se jeter sur les civils, ils sont en train de se jeter sur des innocents, des gens qui sont désarmés, donc ne pouvant plus faire face à la puissance du fait de l'armée malienne. Malheureusement, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Oui. Et profitant de ces plateaux, je vous dis qu'actuellement, au moment où nous sommes en train de parler, les forces armées sont présentes dans ces villages, dans ces localités, et sont en train de patrouiller partout et ont décidé de trouver tous les auteurs. Et vous savez ce qui les attend directement. Alors, eh bien, ce qui les attend, ça va se faire. En attendant, parlons du G5 Sahel, très cher Issa Diawara. Le Mali, le 15 mai dernier, annonçait son retrait de cette organisation régionale suite au refus de respecter la présidence tournante qui devait en principe revenir au Mali. Et aujourd'hui, finalement, nous apprenons que le Mali a encore monté d'un cran en demandant dans un délai de 2 semaines le retrait de ses 1400 soldats. Alors, dites-nous-en un peu plus. Ok, merci. Et cette décision des autorités du Mali tombe à pic. Vous avez vu des villages qui sont sauvagement attaqués comme ça. Donc nous avons besoin effectivement de nos effectifs. Au lieu de laisser les effectifs se promener tout bonnement, en tout cas, par là ou bien obéissant à un G5 Sahel qui n'existe pas, qui n'attaque jamais les terroristes. Donc mieux vaut avoir ces 1400 hommes aujourd'hui pour renforcer ce qui est en train de se passer. Et les 1400 hommes en renfort, ils peuvent patrouiller suffisamment beaucoup. Nous avons besoin d'eux au Mali. Et maintenant, les G5 Sahel, c'est qu'il faut dire. Et le Mali, de toutes les façons, ne pouvait pas rester dans les G5 Sahel. Et pourquoi? Sauf si on voulait faire semblant. Oui. Comment je vous le dis? Sauf si on voulait faire semblant. C'est-à-dire, c'est une chose. Vous avez toutes les organisations, toutes les institutions mises en place par une puissance coloniale ou une puissance néocoloniale, par une puissance impérialiste, c'est juste un instrument de domination. Ça, c'est très clair. Nous, on ne pouvait pas rester dedans, parce qu'on ne peut pas rester. Vous avez demandé le comment. Oui. Nous ne pouvons pas rester dans une organisation où on nous prive de la présidence tournante. Ce n'est pas normal. Comment rester dans ça? Ce sont les textes qui régissent le fonctionnement de toute organisation. Oui. Une organisation qui viole ses propres textes. Comment rester dedans? Mais ce n'est pas possible. Pour les beaux yeux de quel président du monde, le Mali doit rester dans une organisation où nous sommes méprisés? Ça n'existe pas. Comment rester dans une organisation qui ne parvient même pas à mobiliser le quart de son budget opérationnel? Mais ça ne sert à rien. C'est laisser nos militaires comme ça se promener ailleurs pendant que nous sommes en guerre. Ce n'est pas possible. Comment rester dans une organisation qui tient ses commandes de notre pays? Tout le monde a vu le sommet des Pau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était les chefs d'État membres du G5 Sahel qui ont été convoqués par le jeune président Macron. Donc là, nous, on ne peut pas rester dans une telle organisation. Si on veut se faire respecter, et je pense que si Macron doit venir, qu'il vienne, sinon nous n'aurons plus à nous rendre là-bas. Ça, c'est très clair. Très ensuite, nous, on ne peut pas rester dans une organisation qui, en réalité, vous avez les réunions opérationnelles du G5 Sahel, il y a des officiers français qui participent, mais il y a quel secret opérationnel dans ça? Or, l'armée, c'est bien sûr, c'est le secret. Au moins, il faut savoir être discret, il faut bénéficier des faits de surprise. Les mêmes qui sont soupçonnés d'être derrière les terroristes, les mêmes qui sont les principaux acteurs de toutes ces conneries, les mêmes qui ont fait chuter
qui ont occasionné ce bordel, pardonnez-moi, à partir de la Libye. Mais les mêmes partis à des réunions à huis clos du G5 Sahel. Non, on ne bouge pas, on va faire du sur place. Donc là, on ne peut pas avancer. Donc c'est pourquoi je dis que le Mali a bien fait de se retirer. Maintenant, est-ce que le G5 est opérationnel sans le Mali? Quel avenir pour le G5 sans le Mali? Moi, je confronte deux questions pour vous aider à bien comprendre. Aussi, quel est l'avenir du Mali sans le G5 Sahel? Quel avenir du G5 Sahel sans le Mali? Le G5 Sahel n'a tout simplement plus d'avenir. Parce que sans le Mali, ce n'est plus le G5 Sahel, ce n'est pas le G4 Sahel comme les médias M. Moya allait dire, c'est le G3 Sahel. Parce que sans le Mali, la Mauritanie n'a pas accès au Niger. La Mauritanie n'a aucun moyen de contourner le Mali, vu la superficie du Mali qui fait plus, c'est un pays de plus de 1 241 000 km². Sans le Mali, la Mauritanie ne peut pas manœuvrer pour avoir accès au Burkina ou au Niger ou même au Tchad. Sans le Mali, il n'y a pas de G5 Sahel puisque le principal théâtre d'opération du G5 Sahel même était censé être le Mali, notamment dans la région de Mopti. Or, le Mali ne veut plus du G5 Sahel, le Mali ne veut même plus de Barkhane. Le Mali même est en train d'opérer. Où est-ce que le G5 Sahel va opérer? Si nous savons que la rébellion au Tchad n'est pas la même rébellion que nous connaissons au Sahel. Au Tchad, vous avez une rébellion politico-militaire, c'est-à-dire quoi? Une rébellion qui veut accéder au pouvoir, une rébellion qui veut habiter, qui veut contrôler le palais présidentiel au niveau de Djamena. Ce n'est pas la même chose que nous avons ici. Ici, nous avons des terroristes. Donc, nous n'avons pas la même coloration de groupes rebelles. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas forcément les mêmes combats. Donc, comment rester dedans? Qui a fait le Tchad dedans? Si ce n'est sur ordre de Paris, je me demande si le Tchad peut même dans les G5 Sahel. Merci. Merci Issa Diawara. Jonathan Batengini, alors quelle lecture vous faites de cette décision finalement qui monte d'un cran avec le retrait de 1400 soldats maliens appartenant aux 5000 du G5 Sahel finalement? Ce retrait n'est que cohérent. Issa disait que ça tombe à point nommé. Tout à fait, ça tombe à point nommé. Ça rentre également dans la démarche de l'État malien qui vise à s'émanciper de ces organisations qui le tire vers le bas, parce que l'État malien a déjà réalisé l'essentiel de son émancipation politique. D'abord en tenant tête à l'ex-puissance coloniale et néocolonialiste, la France, en tenant également tête au cercle d'influence autour de Paris, c'est-à-dire les forces de l'OTAN, l'Union européenne. Vous avez vu Madame Weber est venue au Mali carrément au mois de mars pour sortir les muscles. Et on a vu qu'elle est rentrée dans une posture d'enfant. Elle a compris qu'au Mali, il y avait, comme on dit en Afrique, il y avait garçon. Donc, rentrée en Allemagne, elle a certainement aussi décidé de changer d'approche sur le dossier malien. On a vu le Danemark, fin d'année dernière, changer d'option également sur le Mali et décider de respecter la souveraineté de l'État du Mali, contrairement à tout ce qui nous avait été annoncé à grand renfort de publicité médiatique du côté de Paris. Aujourd'hui, quand le Mali a annoncé au début du mois de juin, son retrait, fin du mois de mai, à la mi-mai, 15 mai, son retrait de la force du G5 Sahel, ça a été une très grande nouvelle, mais c'était un tsunami du point de vue géopolitique, parce que le Mali, qui était habitué à subir dans l'information médiatique, mais surtout à subir dans la pression politique, avait posé un acte offensif, que ce soit diplomatiquement ou bien médiatiquement, qui a eu un retentissement dans tous les cercles géopolitiques à Paris, mais aussi à Washington. On a vu d'ailleurs que la première critique du Mali est venue de l'Union européenne et de Paris. Donc, ça montrait un peu l'importance du geste. Le Tchad, qui, dans sa posture, a voulu jouer de son entre-gens pour aller convaincre le Mali de ne pas quitter cette force,
a connu un échec parce que, non pas le Tchad en tant que pays africain intrinsèquement, mais en tant que larbin de l'Occident, ne pouvait plus proposer quelque chose de crédible. Et le G5 Sahel, cette force qui n'a pas, si on interroge son mandat, n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés. L'un des objectifs, c'était de limiter la montée terroriste. C'était de ramener au Mali la capacité de maîtriser son espace territorial. Or, depuis que le G5 Sahel existe, c'est-à-dire depuis 2017, malgré la bonne initiative du président Déby, qui voulait à l'époque créer une force avec les Africains, et puis à l'époque, il était dans sa posture panafricaniste, il fallait créer cette force qui serait une force indépendante et qui lutterait contre le terrorisme pour avoir notre propre lecture géopolitique et nos propres réponses à des problèmes cruciaux sécuritaires sur le continent. Tout à fait. Or, lorsque l'initiative a été travestie par Paris et plus tard récupérée par Washington, on a un Mali qui se retrouvait non plus en train de lutter contre le terrorisme, mais avait un instrument de plus de contrôle au niveau international, mais surtout de déstabilisation qui se positionnait sur son territoire. Donc, quand les Maliens ont décidé de couper les ponts avec ces institutions de contrôle, ces institutions de déstabilisation, les Maliens ont décidé de quitter le G5 Sahel. Donc cette posture qu'ils ont adoptée a été une posture salutaire. Le fait qu'ils aient réitéré leur volonté, mais surtout avec force et autorité, c'est la preuve qu'au Mali, on sait où on va. Il y a un cap qui est fixé, il y a une trajectoire désormais à suivre, et le Mali se montre surtout très déterminé et non pas hésitant, comme parfois on a observé en Afrique, avec des rétropédalages, c'est-à-dire quelqu'un qui avance et puis après il a peur, il finit par faut-il y aller ou pas? Non, les Maliens sont véritablement engagés. Et ça c'est important parce que du point de vue géopolitique aujourd'hui, c'est très important d'avoir un allié comme le Mali, avec la Russie comme partenaire. Pourquoi? Parce que la Russie est dans une posture où elle a carrément remis en question l'hégémonie de Washington. Oui. Si aujourd'hui les nations d'Amérique latine ou bien d'Amérique du Nord comme le Mexique ne vont pas assister à la réunion des Amériques aux États-Unis, c'est en grande partie parce que le grand maître géopolitique actuel du monde, la Russie, a tenu tête aux États-Unis et a montré aux États-Unis que désormais, ils n'avaient plus le droit unilatéral de fixer le cap pour l'humanité. Donc, ces autres pays qui ont choisi également de suivre la Russie voient qu'en Afrique, il n'y a pas que des larbins, il n'y a pas que aussi, comment dire, des personnes, ces genres de personnes, c'est des froussards. Il n'y a pas que des froussards. Il y a aussi des hommes qui sont dignes, des hommes qui sont capables de tenir tête et d'assumer leurs choix sur le plan international. Le Mali a carrément proposé le meilleur schéma sur le cas de l'Afrique. On voit malheureusement beaucoup de pays africains qui veulent faire malin, c'est-à-dire un jour ils sont avec la Russie, un autre jour ils veulent être avec l'Occident. Les Maliens, quant à eux, ils ont clairement défini leur partenariat. Ils sont sûrs avec les Russes. Et ça va conforter le partenariat avec la Russie parce que la Russie va davantage s'impliquer sur les affaires maliennes. Si je vous ai bien compris, chaque action menée par le Mali entraînera une réaction russe. C'est bien ça? Tout à fait. Merci Jonathan Watengeni. On retourne vers le général Issa Diawara. Général Diawara, alors pendant ce temps, on affiche le numéro, je vois des petites réactions ici. On va afficher le numéro pour nos téléspectateurs, ils pourront y réagir. Et Issa Diawara, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi la médiation tchadienne pour essayer de maintenir le Mali dans le G5 Sahel n'a pas abouti? Oui. Bon, vous savez, à Bamana, on dit celui qui cherche l'aiguille là, et qu'il a,
celui qui cherche l'aiguille et qui a lui-même les pieds sur l'aiguille. Comment vous voulez qu'on retrouve l'aiguille? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est le Tchad qui est à l'origine de tous ces problèmes. Quelle médiation le Tchad va mener? C'est parce que le Tchad refuse de céder au Mali la présidence. Mais attends, Issa, nous connaissons la même situation que le Tchad, oui. Issa, mais des sources affirment que c'est pourtant le président du Niger qui s'y oppose. Attends, le Tchad, là, c'est une préfecture du Niger? Ou bien le président du Tchad, c'est un vassal au président du Niger? Pour que le président du Niger lui intime l'ordre de violer un texte sous-régional et que lui, il accepte cela. Mais je ne comprends pas. Moi-même, les grands démocrates du monde, là, ceux qui se disent démocrates, ceux qui sont en train de supplier le Mali aujourd'hui, moi, je pense que leur première réaction devait être de demander une sanction contre le Tchad pour avoir violé les textes qui régissent le fonctionnement du G5 Sahel. Mais il n'y a aucune condamnation. Personne n'a condamné le Tchad. Comprenez ce qui se passe. Personne n'a condamné les juniors dans ce qui se passe. Et c'est sur le Mali qu'on crie Haro. Mais ça ne passe pas comme ça. Le président du Niger, mais comment le président du Niger peut intimer l'ordre, lui qui ne respecte pas les textes, qui ne respecte pas la constitution de son pays, mais il ne respecte aucune loi de son pays. Issa, selon les informations que nous avons, l'opposition du Niger s'est fait en raison du contexte politique malien, c'est-à-dire, je cite, ce ne sont pas mes mots, une transition depuis le coup d'État militaire d'août 2020 et des négociations toujours en cours avec la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel. Alors, le Mali ne voudrait pas mettre fin à la transition et essaye de faire le bras de fer avec la CEDEAO quant à la fixation d'une date. Le Tchad n'est pas dans une transition. C'est la question que je pose aussi aux Nigériens. Oui. Le Tchad n'est pas dans une transition. Mais la transition malienne vaut mieux que la transition tchadienne. Parce que la transition malienne est acceptée par le peuple malien. Oui. Contrairement à la transition tchadienne qui est acceptée par la France et imposée au peuple tchadien. Ce n'est pas la même chose. Mais comment vous pouvez arracher quelque chose des mains du peuple malien, puisque la transition malienne est portée par le peuple qui accepte aujourd'hui cet embargo infligé, bien sûr, par le Niger et d'autres pays de la CEDEAO. Mais le peuple malien est en train de porter sa transition. Contrairement au Niger, où vous avez des manifestants qui sont arrêtés, des gens qui sont réprimés, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas de cette transition qui répond en réalité à une dynastie. Mais là, ça ne passe pas. De l'autre côté, vous avez un dirigeant qui, au service d'une puissance extraordinaire, la France, est en train de massacrer, d'enfermer des jeunes tchadiens. Contrairement ici au Mali, vous avez des jeunes qui manifestent librement contre la France. Donc le Mali est combattu tout simplement parce que le Mali combat en tout cas la colonisation française et l'impérialisme français. C'est la raison pour laquelle on prouve le Mali d'un outil comme le G5 Sahel. Oui. On ne veut pas que le Mali ait le commandement du G5 Sahel avec les vérités souverainistes du Mali aujourd'hui. Le Mali va non seulement libérer le Mali, je vous assure, si le Mali contrôle militairement le G5 Sahel, le Burkina même sera à l'abri de ce qui se passe. Aujourd'hui, les terroristes n'osent plus s'attaquer au camp militaire du Mali. Ils sont en train de s'attaquer aux villages, aux innocents, aux civils. Tout simplement parce que les camps maintenant là sont suffisamment forts. On a les armes nécessaires. Mais un pays de notre taille, on ne peut pas être présent dans tous les villages. Ça n'existe pas nulle part dans le monde. Non seulement ils n'ont pas sanctionné les Tchad, mais moi je vois le massacre qui vient de se passer là. Oui. Et moi j'attends la commission des droits de l'homme. Puisqu'ils nous ont incriminés quand nous avons tué des terroristes. Ils ont dit qu'on a fait tuer des hommes. Donc si les terroristes sont des hommes, maintenant des civils, désarmés, des gens paisibles dans leur foyer qui ont été abattus à bout portant. Qu'est-ce que l'ONU? Moi j'attends toujours un communiqué de l'ONU, j'attends toujours un communiqué de la CEDEAO, j'attends un communiqué de l'Union africaine, j'attends un communiqué de l'UEMOA pour condamner le massacre des civils qui vient de se passer, qui vient d'être perpétré par des civils, par des terroristes, qui, quand le Mali les tue, quand le Mali les neutralise, on parle de massacre des civils. C'est que moi je ne comprends pas quoi. Donc nous attendons toujours ce communiqué. Ce qui s'est passé au sein du G5 Sahel, nous attendons toujours qu'on condamne le Tchad pour avoir violé les textes. Si c'est le Niger qui l'a dit, nous attendons un communiqué pour qu'on condamne, pour qu'on sanctionne le Niger pour ingérence, pour violation
des textes, en tout cas d'une organisation sous-régionale. Nous attendons cela. Nous attendons un communiqué qui doit sanctionner le Niger et une résolution qui doit peut-être sanctionner directement Bazoum pour avoir poussé un pays, une puissance militaire de la taille du Mali, à se retirer d'une organisation sous-régionale qui était censée déloger les terroristes de la sous-région. Ce qui veut dire que Bazoum a carrément fait le jeu des terroristes en privant le Mali de cet outil et à M. Déby carrément d'accepter que peut-être de mettre en attendant l'élection de Tchad, en tout cas sous la coupe du Niger, faire peut-être un État fédéral et que Bazoum sera le chef d'État de ces deux États. Comme ça, nous pouvons parler peut-être d'autres choses. Merci. Merci Aïssa Diawara. En tout cas, on espère qu'on n'en arrivera pas là. Allons donc donner la parole à nos appelants. Alors, il y en a 3 en poste. Jimmy Dakousou, Delphin, Lamine Diop. Alors, on va commencer par le tout nouveau, Jimmy Dakousou. Jimmy, bonsoir. Bonsoir Bachir, comment vous allez? Je ne suis pas un nouveau, ça fait un bon bout de temps que je vous suis. Ah oui. Il pleut en orage ici, il se peut que vous ne m'écoutez pas. Non, on vous reçoit bien. Donc je suis vraiment content qu'aujourd'hui ça passe parce que ça fait un bon bout de temps que je vous cherchais. Je vous ai eu, ça a coupé. Maintenant le réseau est super bien. Félicitations les anciens aboyeurs. Merci. Excusez-moi si vous vous souvenez. Oui. Et je voulais juste remercier et appeler encore Jean Dédié ici. Pourquoi est-ce qu'il a disparu? Alors, concernant le sujet du jour, Bachir, oui. Pourquoi vous seriez quand il s'agit du Tchad? Parce qu'on connaît tout ce qui se passe actuellement. Le Tchad n'est plus le Tchad. Oui. On est d'accord. Oui. L'actuel gouvernement là est vraiment sous l'égide de la France. Et on sait dans quel drap on est. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. C'est un jeune homme qui veut faire quelque chose, mais malheureusement, il a les mains liées. Déjà lui-même, sa protection est assurée par la France. Et vous n'avez aucune idée de ce qui se passe maintenant à Doha. C'est vraiment du n'importe quoi. Que l'avenir nous réserve de bonnes choses. Et je vous remercie les gars et courage. Je ne veux pas rester longtemps. Je veux vraiment en profiter. Il y a une très belle journée aujourd'hui. Je suis couché, ça fait plus que 10 ans. Et je vous suis depuis le début d'Afrique Média. Demandez à Pierre Etoundi, il est venu me visiter à la maison. Aïe. Donc courage les gars, on est derrière vous. Merci infiniment, Merci cher Jimmy Dakousou. Rassurez-vous, en tout cas, nous vous souhaitons un très prompt rétablissement. Beaucoup de courage à vous. Et juste à la question de savoir, Jean de Dieu ici, j'y réponds rapidement. Jean de Dieu ici, il est proviseur d'un lycée au Cameroun et donc c'est des périodes d'examen et il a pris un petit congé sabbatique pour s'intéresser à tout cela. Il vous reviendra d'ailleurs dès les 2 prochaines semaines. Merci. Jean Serpono, bonsoir, vous nous appelez des États-Unis. Merci, bonsoir pour la promptitude de vos émissions. Merci. Et la précision que vous apportez aux peuples africains. Merci infiniment. Soyez bénis. Amen. Que la lumière divine soit avec vous. Amen. Et vos invités, chaque fois qu'ils viennent, qu'ils reçoivent de l'Esprit divin pour communiquer au peuple de Dieu. Oui, nous sommes le peuple de Dieu en Afrique. Et nous sommes menacés par Lucifer. Alors, d'abord, je m'incline. Et avec tous nos compatriotes, nous nous inclinons devant la mémoire des victimes que ces éléments français ont encore donné à la douleur, apporté à la douleur des peuples africains paisibles. Oui, Diawara a raison. Il attend la communauté internationale, la CEDEAO, pour condamner. Ils ne condamneront jamais cela. Parce que ce n'est pas, leur politique ne concerne pas les humains. Leur politique concerne l'argent, comment soutenir le maître Lucifer, la France et ses alliés, les Américains. Bon, Bachir, ce que nous devons dire au Tchad et aux autres, c'est d'être courageux et de chasser la France. Généraux tchadiens, je vous interpelle encore. Nous ne pouvons plus rester sous la domination française à cause de vos petits intérêts éphémères. Nous faisons face à une résistance et que nous allons remporter. Alors, vous qui êtes devant, vous n'êtes pas là pour vous-même. Chassez la France du Tchad. Dégagez tout étranger dans nos affaires africaines. Je dis bien,
dégager tout étranger nuisible, la France et ses alliés, les Américains, les soi-disant Américains, les Occidentaux, dégagez-les de nos affaires africaines. Bachir, c'est énervant que nos dirigeants, les gens qui sont devant et qui reçoivent l'onction divine pour protéger les autres, jouent au jeu de Lucifer pour détruire les humains. Ils doivent être courageux, soit ils dégagent, ou bien nous savons qu'ils travaillent pour le mal. Le mal qu'est la France. Qu'est-ce que la France continue de chercher en Afrique? Bachir, dites-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que la France cherche en Afrique? C'est son continent? Qu'est-ce que l'Amérique cherche en Afrique? C'est son continent? Mais c'est emmerdant. Bachir, chaque fois on va parler, je sais. Qu'est-ce que je sais concerne? En quoi ça concerne la France? Bachir, si c'est que leur politique désordonnée, inhumaine, pour porter raison, pour dire ils veulent venir aider. On ne veut pas de vous, rentrez chez vous. Et nous vous le disons du fond de nos cœurs. Vous allez payer le prix. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Il n'y a pas de distraction. Merci. Merci très cher Jean Sarpono pour l'appel depuis les États-Unis d'Amérique. On va rester au téléphone avec un autre de nos appelants. Allô, bonsoir. D'accord. Alors, je vois pourtant Lamine Diop. Qu'est-ce qui se passe? Sa ligne n'est pas très audible, je crois. Lamine Diop, vous nous écoutez? Allô, Lamine? Bonsoir, mon cher Bachir. Bonsoir à l'ensemble des panélistes et participants à cette thématique ainsi que votre régie technique. Et puis un grand bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs de Foyou. Disons que, mon cher Bachir, avec le G5 Sahel, la logique est claire. Sans le Mali, le G5 Sahel est amputé. Mais si le Mali y reste, la lutte contre le terrorisme sur son propre territoire est entravée. Et donc, il faut relever, même en cas de recentrage serré entre Tchad et Niger, la promesse d'Assimi Goïta pour la sortie du Mali de ce guêpier français inscrit l'avenir du G5 Sahel dans la sous-région en pointillé. Mais toutefois, ce départ est désormais acté. Pour le Mali, la satisfaction est toujours de longue durée, notamment sur le plan militaro-sécuritaire. On pourrait imaginer des reconquêtes de zones d'exclusion aérienne de l'armée française vers l'armée malienne. Autre conséquence, cette sortie pourrait enclaver, isoler les terroristes de leurs logisticiens français. C'est déjà, et ce serait pour l'État central français et ses subalternes locaux, une grande épreuve, une humiliation, sans compter les risques de contagion. Donc, pour conclure, mon cher Bachir, d'un autre côté plutôt, cette sortie du Mali et du G5 Sahel pourrait représenter une chance pour le Mali, puisque le G5 Sahel, sous la houlette de l'État-major français, n'a cessé d'être une entrave à la reconstruction sécuritaire et militaire du Mali. Merci, belle fin d'émission, à bientôt. Merci à vous, très cher Lamine Diop depuis Genève, en Suisse. Nous avons Robert qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Robert. Allô Robert? D'accord, avec Robert, la liaison n'est pas très bonne au niveau de la Côte d'Ivoire. Retournons donc vers le Camerounais Ken qui nous appelle. Bonsoir Ken. Bonsoir frère Bachir, idem à tes braves invités, Issa Diawara et Jonathan Batengene. Merci pour ce débat. Pour dire vrai, l'Afrique a beaucoup mieux à faire que de se laisser distraire ou déstabiliser tout le temps par des organisations qui lui sont nocives et hostiles. Les questions d'unité, de sécurité, de développement et de bien-être restent jusqu'ici la priorité pour elle. Il est donc inadmissible que quand un pays comme le Mali veut prendre le chemin de son émancipation totale et définitive, des organisations soit dites africaines en conspiration permanente avec les oppresseurs incessants du continent noir osent lui mettre les bâtons dans les roues.
En Afrique, l'heure est aux réformes fondamentales, concrètes et optimales, et sûrement pas aux distractions. On ne le dira jamais assez. Voilà, je m'arrête ici et je vous rends le micro. Merci. Merci Ken pour la contribution. On reprendra avec les appels dans quelques instants. Je vois Delphin, je vois Abou d'Angleterre. On revient à vous, messieurs. Le temps de nous retourner vers Jonathan Batengene. Alors, Dio, je constate que soit vous sur les deux plateaux, ou même nos téléspectateurs et téléauditeurs, tous, vous semblez très optimistes quant à cette sortie, quant à ce retrait du Mali. Alors, je voudrais bien comprendre pourquoi est-ce qu'il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste parce que le Mali est en train de se débarrasser. On parle d'organisation qui limite ses capacités de déploiement sécuritaire, mais surtout ont une logique contraire à celle suivie par l'État du Mali. Le G5 Sahel est noyauté par la France, qui est une puissance de l'OTAN, mais surtout qui a un conflit d'intérêts avec le Mali. C'est la puissance qui, pendant longtemps, a servi de base logistique, mais surtout de base d'entraînement des rebelles, des terroristes. Quand on se souvient de ce que des révélations graves et fracassantes du Premier ministre Shogeko Kalamaïga, que la France a armé, entraîné, financé les deux grands groupes terroristes qui aujourd'hui sévissent dans le Sahel, ont internationalisé le terrorisme dans ce Sahel, c'est-à-dire le IGS et le GSIM. On ne peut qu'être inquiet de voir cette même France trôner à la tête du G5 Sahel. Mais bien plus, quand on écoute les propos d'un Mohamed Bazoum, on se demande bien comment le Mali pourrait cohabiter avec un tel État dans une organisation sécuritaire qui vise la sécurité collective. C'est autant d'éléments qui amènent d'abord à récuser la posture du G5 Sahel comme étant véritablement un partenaire du Mali dans la logique de sa sécurité. Maintenant, le Mali, par contre, a développé un partenariat avec les Russes, un partenariat qui fait ses preuves. On voit des bases logistiques terroristes attaquées. On voit le Mali véritablement monter en puissance. Sur cette base, justement, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que le Mali pourrait s'en sortir sans l'appui des autres pays du G5? Ce que le Mali a réalisé sans le G5 Sahel aujourd'hui est largement plus grand que ce que le Mali a connu avec le G5 Sahel en près de 5 ans de mariage. Donc, ce que le Mali est en train de réaliser en très peu de temps amène à être optimiste et à se dire que si même le Mali sort de ce type d'organisation, mais il n'y a pas que ça, il y a également la CEDEAO qui pose un gros problème, un énorme problème. Et nous avons toujours répété, et nous sommes toujours partisans de ce que le Mali devrait quitter cette organisation parce que bien avant, la Mauritanie l'a fait et la Mauritanie ne s'est pas arrêtée de fonctionner. La Mauritanie a arrêté avec le franc CFA et la Mauritanie ne s'est pas arrêtée. Donc, le Mali pourrait également le faire. Il faut se débarrasser de ces organisations dont le principal but est de gagner du temps, mais surtout empêcher à l'armée malienne de véritablement maîtriser le contrôle de son territoire. Souvenez-vous, lorsque le G5 Sahel exerçait, et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de craintes quant à la neutralité, effectivement, également du Tchad, parce que si, d'un certain point de vue, on a été confiant avec la présence des soldats tchadiens, qui était à l'époque sous la bannière, sous la houlette du très magistral, le maréchal, et paix à son âme, parce que nous nous inclinons toujours devant sa mémoire, ce grand panafricanisme, comme le disait le président Paul Biya à l'ouverture du congrès de la CEAC. Nous pensons que aujourd'hui, ce Tchad, ce n'est plus la même chose. Il y a eu beaucoup de changements, il y a des doutes qui planent sur la sincérité des autorités tchadiennes, quoique on peut leur prêter certaines présomptions d'innocence, mais il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui amènent à s'inquiéter de ce que les autorités au Tchad sont en train de réaliser au sein du G5 Sahel. Est-ce qu'ils sont encore ces autorités qui ont une fierté africaine, qui ont cette volonté de mettre l'intérêt africain devant? Est-ce qu'ils n'ont pas baisser la culotte devant Paris, mais aussi devant Washington? Est-ce que finalement, ils ne sont pas eux aussi en train d'entrer dans le larbinisme, de servir les intérêts étrangers? Donc ce Tchad-là qui ne rassure plus, ce n'était plus un élément
fort qu'on avait trouvé au G5 Sahel, parce qu'on se disait les Tchadiens qui ont l'expérience de guerre auraient pu apporter aux Maliens cette expérience, ce partage d'expérience et permettre de véritablement lutter contre le terrorisme. À partir du moment où ces Tchadiens ne roulent plus simplement pour eux-mêmes et qu'ils pourraient rouler pour des forces exogènes, on avait nourri une certaine inquiétude. Et si c'est le cas également au niveau des forces maliennes, vous comprenez que même ce Tchad perd de sa crédibilité. Donc, immédiatement, le fait que le Mali sorte de là, il y a un ensemble d'éléments qui auraient pu être vicieux pour la perspective sécuritaire malienne, qui sont en train d'être définitivement réglés. Ces forces seront obligées de quitter le Mali, les Tchadiens, les Nigériens, les Burkinabés, toutes ces forces sur lesquelles le Mali peut émettre des doutes quant à la sincérité dans la lutte contre le terrorisme, du moins sur son territoire. Oui. Donc, ces forces vont évacuer. On va rester avec une force homogène, une force constituée d'acteurs qui ont véritablement à cœur de défendre l'intégrité territoriale malienne. C'est le Mali et ses alliés, c'est-à-dire le Mali, les Russes, mais certainement, il y aura une coopération nouvelle qui sera créée à cet effet autour du Mali avec l'Algérie, la Mauritanie et certainement d'autres pays qui voudront se joindre à la lutte contre l'insécurité. Mais ce que nous envisageons encore de manière optimiste, c'est que le Mali a repris la main dans ce dossier. Oui. Le Mali qui a subi la politique sécuritaire, parce que même quand l'initiative venait d'Idriss Déby, ce n'était pas le Mali en tant que leader qui s'exprimait sur une question qui était d'abord d'intérêt national. Oui. Mais maintenant que le Mali s'est dégagé de cette organisation sécuritaire, qui n'était pas son initiative, il a la main, il peut lui-même fixer désormais le cadre d'une organisation qui va lutter contre le terrorisme et choisir des partenaires fiables. Vous savez, la Guinée-Conakry qui pourrait être un partenaire, parce que dans les logiques actuelles, on voit le président Doumbouya poser des actes qui rassurent un peu plus. On voit du côté du Burkina Faso, il y a une hésitation, mais si les Burkinabés sont prêts à se mettre avec les Maliens, pourquoi pas, mais autour, cette fois-là, d'une puissance qui a la capacité de résoudre le problème, non pas en jouant au double jeu, mais en jouant franc jeu, c'est-à-dire la Russie. Et le fait que la Russie, l'Algérie soit aux côtés du Mali, si une organisation militaire était créée à cet effet pour lutter contre le terrorisme, ce serait alors là la meilleure solution pour résorber ce problème. Avec l'expérience algérienne, naturellement. On retourne au téléphone. Delphin nous y attend depuis Gitega au Burundi. Bonsoir Delphin. Bonsoir mon cher frère Bachir. Je vous remercie de m'accueillir une fois de plus à la maison. Je commence par saluer mes estimés frères, pour ne pas dire collègues, sur le plateau. Mon cher frère Batengene et notre frère Diawara. Et bien sûr l'ensemble de la communauté panafricaine. J'entre de plein pied dans les plats en rebondissant sur les propos notamment de mon frère Batengene. Il a eu raison de rappeler que récemment, lors du sommet des Amériques, quelques chefs d'État sud-américains, notamment le président argentin, se sont émus du fait que Joe Biden, le président endormi, comme on le surnomme, dont s'est donné le droit d'écarter tel ou tel président à ce sommet. Cela montre clairement que, effectivement, comme cela a été dit sur le plateau, que les États-Unis ne sont plus le leader autoproclamé du monde. Donc, ce qui me fait dire ce que je dis souvent, à l'heure actuelle, à court terme en tout cas, la priorité pour nos États, c'est de contrôler nos territoires, d'un point de vue militaire, policier, et pourquoi pas pour les États qui en disposent les services secrets. C'est le cas de l'Algérie, du Cameroun, du Burundi et de quelques autres États un peu plus sérieux au niveau de l'Afrique. Et donc l'arrivée qui est déjà actée de l'Algérie et de la Russie du côté de Bamako fait que ce pays n'a plus rien à craindre d'un point de vue sécuritaire. Donc il peut parfaitement marginaliser le G5 Sahel, d'autant plus que
les gens l'oublient souvent, mais le G5 Sahel est un outil mis en place par feu Papa Déby. Donc, le nain géopolitique qu'est l'Élysée est venu se l'approprier et nous avons vu ce qu'il en a fait depuis. Mais au jour d'aujourd'hui, le Mali a su rebondir. Donc, moi, je ne peux qu'encourager les autorités maliennes dans ce sens. Et puis, notre frère Diawara l'a rappelé. À quoi ça sert de rester dans un organisme où on nous refuse le leadership? C'est au tour du Mali de diriger cet outil. Mais on ne veut pas du Mali. Donc, le Mali se retire. Il a d'autres alliés, et une fois que le Mali aura, j'allais dire, parachevé sa métamorphose, eh bien, vous verrez que tous les États de la sous-région voudront se rapprocher. D'ailleurs, c'est déjà le cas, même si c'est de façon officieuse. Nos frères et sœurs de Guinée sont déjà proches, le Burkina Faso aussi, nos frères et sœurs du côté du Niger, je mets de côté le nègre de maison qui prétend les gouverner, tous ces gens-là sont déjà dans la dynamique. Donc, tout ce qui sert à marginaliser, pour ne pas dire détruire le nain géopolitique qu'est l'Élysée, moi je prends. Comme on dit au pays, c'est bonbon. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit, je passais simplement à apporter mon soutien, compléter les frères et sœurs qui ont déjà pris la parole avant moi. Donc, une fois de plus, For You Media et les autorités de Mali, allons de l'avant. Merci très cher Adelphin Moyempondo depuis Gitega au Burundi. Prenons un dernier appelant, pourquoi pas, avant de revenir vers Issa Diawara. Eh bien, c'est Abou d'Angleterre qui nous appelle cette fois-ci. Bonsoir Abou. Bonsoir mon très cher frère Bachir Ladon. Je suis tellement content de vous revoir à cette première édition de ce soir. Merci. Lundi. Sentez-vous saluer avec beaucoup de différence. Vous, les journalistes de mérite, celui-là même qui a dompté l'art journalistique. Je salue tous vos invités de marque, Jonathan Bategele que j'adore et Issa Diawara. Une fois que j'ai dit cela, je salue tous les techniciens, le PDG de cette nouvelle chaîne, For You TV, et tous les appelants de For You TV Média. Vous savez, en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, il est clair qu'il ne faut pas tergiverser. Nous sommes totalement d'accord avec la position du Mali. On n'est plus à l'ère de vouloir discuter à midi 14. Maintenant, c'est la rupture. Nous sommes à l'ère de la rupture avec la France, c'est-à-dire la souveraineté, afin que le vrai développement de l'Afrique puisse commencer. Donc le Mali est droit dans ses bottes, parce que dans la vie, il y a un principe qui est clair, c'est ce qu'on appelle le bilan. Et quand le Mali fait le bilan de son appartenance au G5 Sahel, le bilan est nul. Voilà. Et nous sommes tous tenus par les résultats. Là où le résultat est nul, il est clair qu'il ne faut pas tergiverser, il faut partir. Et maintenant, le choix qui gagne, c'est quoi? Le Mali voit le bilan de la coopération avec la Russie. En un temps record, ce que la France n'a pas pu faire pendant 70 ans de présence au Mali a été bouclé. Donc, il est clair que tout homme cohérent, toute personne qui a une infime intelligence va partir, va choisir sans l'homme des doutes là où il fait les résultats positifs. Alors, c'est normal que le Mali sorte du G5 Sahel qui lui a rien apporté, et c'est normal que le Mali maintenant renforce sa coopération avec la Russie qui, dès leur présence, a apporté beaucoup de résultats positifs. Donc nous disons bon vent au Mali, et que nous demandons à tous les Africains de ne plus tergiverser, de prendre le choix gagnant, c'est le choix du Mali, et d'abandonner le bilan nul de la coopération avec la France. Bachir, c'était mon intervention. Bonne continuation, c'était Monsieur Abou de l'Angleterre. Bye bye from now. Bye bye, bye bye. Bye bye from now, mon très cher Abou d'Angleterre. Issa Diawara, je reviens à vous, très cher ami. Eh bien, nous nous interrogeons toujours sur l'avenir du G5 Sahel sans le Mali. Alors, mais est-ce que le Mali peut faire sans des pays voisins, Issa Diawara, de manière un peu plus raisonnable?
Ok, merci. Mais, M. Bachir, demandez plutôt l'avenir du Mali sans le G5 Sahel. Oui. Puisque pour nous, le G5 Sahel, c'est carrément du passé. Nous, on ne compte même plus revenir dans ça. Et pour nous, le président du Niger a allé dire, la marionnette de Macron, il a dit haut et fort que c'est fini pour le G5 Sahel, que le G5 Sahel était mort. C'est Bazoum qui l'a dit, c'est pas M. Assimi Goïta. Donc c'est Bazoum qui reste dedans avec le Burkina. Tout le monde sait qu'aujourd'hui le Burkina est confronté à des sérieux problèmes. Le Burkina est confronté à des sérieux problèmes parce que le Burkina n'a pas encore le courage de se défaire des instruments tels que le G5 Sahel. C'est un courage politique qui manque peut-être à nos frères à présent qui sont au pouvoir du côté du Burkina Faso. Ils sont venus au Mali et à l'époque, je vous avais dit que le Burkina doit fournir encore un peu plus d'efforts. Damima doit fournir un peu plus d'efforts. Parce que tu ne peux pas venir te pointer à Bamako, demander à collaborer, à travailler avec Assimi Goïta, au même moment tu enfermes des jeunes qui te demandent de travailler avec Assimi Goïta. Quel paradoxe. Donc ça ne passe pas. Donc j'avais dit à l'époque que Damima doit fournir un peu d'efforts et je pense que nous sommes toujours à l'attente. Nous attendons, nous espérons que Damima posera des gestes qui vont aller dans ce sens. Maintenant, si vous arrivez le Burkina, ça reste quoi? Les deux pays, le Niger aujourd'hui est transformé en une base de l'OTAN. Le Niger est devenu une base de l'OTAN. Qui fait confiance au Niger? Peut-être Jonathan allait dire dans son intervention, même si nous on acceptait, on accepte aujourd'hui la présence du G5 Sahel, mais quelle confiance, dans quel cadre nous on peut travailler avec un monsieur comme Bazoum aujourd'hui? Lui qui est devenu un vidéoman de la France. C'est lui qui sort, c'est par sa bouche que la France est en train de manger tous ces piments. Donc avec Bazoum, il y a une crise de confiance. Il ne s'est pas montré au niveau d'un chef d'État. Donc il s'est beaucoup rabaissé, je pense que nous sommes vraiment en difficulté. Il ne reste que quoi? Le Tchad, j'ai dit le Tchad et nous ne vivons pas la même crise sécuritaire. Le Tchad, son problème, c'est une rébellion purement politico-militaire qui veut accéder au pouvoir. Ici, chez nous sommes des terroristes. Ils sont à la solde carrément de la France, qui veulent en tout cas montrer aux yeux du monde que le Mali n'arrive pas à sécuriser son propre territoire. Donc, au lieu de s'attaquer dorénavant aux bases militaires comme c'était le cas dans le passé, aujourd'hui, ils préfèrent aller s'attaquer à des paisibles civils, à des innocents. Et là encore, nous allons les traquer, ils savent ce que nous allons les faire. Donc, moi, la question, en tout cas, le Mali penche, selon moi, le Mali penche plutôt vers son avenir sans le G5 Sahel. C'est que nous attendons le G5 Sahel. Votre question, si nous pouvons nous passer des autres, ce que nous attendons des autres, c'est une question de renseignement. On veut peut-être une coopération bilatérale, une question de renseignement. Qu'est-ce que le Niger peut nous donner comme information par rapport à nos groupes terroristes? Quel service le Niger peut nous rendre en révisant en France d'arrêter les terroristes à partir du Niger? Voici entre autres des services que nous on peut attendre du Niger. Quel service le Niger peut nous rendre? Tout simplement en détruisant les propres bases terroristes qu'il a laissé installer le long des frontières avec le Mali. Parce que ce sont des bases qui sont de l'autre côté de la frontière du Niger. Et aujourd'hui, on ne peut pas violer leur territoire. On ne peut pas violer la frontière et aller là-bas. Et c'est la même chose qu'on attend du côté de Burkina. Que le Burkina permette au Mali de poursuivre les terroristes jusqu'à dans son territoire, idem, nous on doit permettre au Burkina. Moi, je crois plus à une coopération bilatérale entre les États plutôt qu'à cette organisation où la France va toujours siéger lors des réunions clés, lors des réunions décisionnelles. Je ne crois pas, là, ça ne va pas bouger. Si nous restons dans ça, on va revenir dans la formule d'attente. On va toujours compter des morts parmi les militaires et autres, comme c'est le cas malheureusement aujourd'hui avec les Burkina. J'espère, nous tendons encore notre main à nos frères du Burkina pour qu'ils reviennent à la raison. On ne peut pas marcher deux chemins. Deux routes à la fois, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils choisissent les bons chemins. Et le bon chemin, c'est le chemin des partenaires fiables. Vous achetez un hélico de combat à moins de 3 mois de livrer avec des investisseurs à l'appui. Il n'y a que la Russie aujourd'hui qui puisse apporter cela à l'Afrique. Du côté de la France, vous avez vu, le Mali a acheté un avion Casa avec les États-Unis. L'avion a fait à peu près 2 ans. L'avion s'est toujours bloqué. L'avion non livré. On dit transpondeur de l'autre côté, de l'autre côté. Donc, comme ça, avec des tels partenaires, on ne peut pas avancer. Il faut avoir des partenaires fiables. Aujourd'hui, moi, je penche plutôt pour la mise en place peut-être d'une autre organisation sécuritaire qui peut inclure le Mali, bien sûr l'Algérie, la Mauritanie, qui sont de réelles puissances militaires aussi,
qui peuvent accompagner le Mali dans ça. Peut-être ça peut être un terme de renseignement. Puisque je ne crois pas que le Mali d'aujourd'hui, le Mali dirigé par le colonel Assimi Goïta, acceptera la présence de troupes étrangères au Mali. Je ne crois pas. Merci Issa Diawara. Finalement, Jonathan Batengene, l'avenir de l'organisation sous-régionale devient donc en pointillé. Est-ce que le G5 ne risque pas de disparaître à cette allure? Vous qui appelez encore ça G5 Sahel? Eh bien, c'est son nom. C'est le G2 Sahel. G2. Oui, mais comme il y a un pays qui n'est pas membre du Sahel, c'est le G3. Okay. C'est un pays, c'est le Niger, le Burkina et la France. C'est eux qui sont là-bas. Et le Tchad. Et le Tchad. Bon. Le Burkina même, sa participation est résiduelle. Donc, les vrais acteurs là-bas, c'est le Niger et le Tchad. Donc c'est une organisation qui est déjà en train de mourir. Tout ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on commente son actualité déclinante. Oui. La perte du Mali, c'est carrément les 4/5 de l'activité du G5 Sahel. 1400 soldats quand même sur les 5000. Quand ils vont partir, c'est pas seulement, hein, il faut voir, les 5000 sont en majorité déployés au Mali. Donc quand ils vont partir... Alors il y en a au Mali, oui, il y en a au Niger, et en Mauritanie. Au Mauritanie. Oui. Mais quand les Maliens vont enlever leurs forces, ils vont demander la réciproque. Vous allez voir que la grande partie des forces va quitter. Donc ils vont trouver ils vont rentrer au chômage dans leur pays. Oui. Ils vont aller travailler dans leur base là-bas. Donc ça sera carrément, on aura décapité le G5, le G3 Sahel. Et ça sera fini. Le Mali a réussi un grand coup géopolitique. Le Mali est actuellement dans un bon axe. Tout ce que nous avons toujours à dire, c'est que le Mali, étant aussi avancé, doit maintenant marquer les grands pas dans le concert mondial. Et quand vous dites grands pas, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter à ce que le Mali a fait jusqu'ici? Le Mali est en train de reconstituer lui-même son architecture militaire. Et puis, sous-régional, effectivement, le Mali est en train de travailler. Ce n'est pas encore visible, mais c'est quelque chose qui est fortuit de l'action que le Mali mène actuellement. Donc, quelque chose qui lui est lié, parce que en déliant les cercles vicieux de l'insécurité dans le Sahel, le Mali construit les conditions de la sécurité dans le Sahel. Et donc le Mali devient l'acteur à partir duquel, désormais, pour parler de la sécurité dans le Sahel, il faut compter avec l'acteur majeur. Donc le Mali qui est en train de le faire, en train de jeter les bases de la configuration sécuritaire du Sahel de demain. Et donc le Mali doit assumer ce rôle. Parce que si cela ne transparaît pas encore, c'est ce que tout stratège est en train de percevoir. Ce Mali-là n'est plus le même Mali. Surtout qu'il a un partenaire qui a remis en question l'hégémonie états-unienne, qui a réussi à mettre les États-Unis à un niveau de puissance carrément désormais secondaire. Les États-Unis ne sont plus l'hyperpuissance, c'est désormais une puissance secondaire. Quand les présidents Bachir, quand les gens qui étaient habitués, lorsque vous toussez, ces gens étaient habitués à tendre les mains en disant vraiment ne vous étouffez pas. Lorsque vous éternuez, même, ils commencent déjà à dire « Ah, toi aussi, tu en mets dans la pièce avec tes éternuements. » Eh bien, il faut se dire que vous êtes déjà en train d'être abandonné à votre position. Les États-Unis humiliés dans les Amériques, c'est nouveau. Ça n'était jamais arrivé, même pendant la lutte des indépendances, avec la théologie de la libération et puis la lutte de libération des pays d'Amérique latine. Ça n'était pas arrivé. Mais là, les États-Unis sont mis en minorité sur leur propre continent, là où on considère même qu'ils pouvaient les mettre. On ne regarde pas ce que leur ont fait les Saoudiens, les Qataris et consorts. Même leurs anciens alliés, qu'ils aident militairement, leur ont refusé de leur apporter un coup de pouce sur le plan économique. Vous voyez que les États-Unis, ce n'est plus rien. C'est une puissance qui est en train de se déchiqueter, en train de tomber. Et ça, c'est un grand coup géopolitique marqué par la Russie. Le Mali qui est donc très proche de la Russie, parce que le Mali n'a pas signé un accord avec une puissance qui est liée à la Russie. Le Mali a signé un accord avec la Russie. Ça veut dire que désormais, le Mali, malgré lui, est invité à la table des géants désormais.
le Mali doit discuter comme un géant désormais sur l'Afrique. C'est-à-dire que le Mali doit penser déjà l'architecture sécuritaire du Sahel. Il doit repenser cela. C'est le travail des stratèges au Mali. Le Mali, avec les Chinois et les Russes, doivent penser, parce que la stratégie sécurité intègre la stratégie économique. Il faut envisager l'économie fiable, vertueuse, qui va se construire dans le Sahel. Et cette économie nécessite que le Mali soit affilié à cette vision économique du monde, c'est-à-dire l'Organisation de coopération de Shanghai, le grand bloc que la Chine est en train de construire. Et il y a le système financier qui est en train de se développer également dans ce sillage-là. Vous avez le système MIR qui est en train de se développer. Le Mali doit avancer confiamment dans cette base. Et pour que le Mali touche véritablement ces points, le Mali doit réaliser au niveau, il doit continuer de se débarrasser des goulots d'étranglement. La CEDEAO, la BCEAO, l'UMOA, c'est-à-dire couper du franc CFA, couper de la CEDEAO et développer avec la Russie, la Chine, l'Iran et tous les autres partenaires, l'Algérie, développer un système alternatif qui sera un système vertueux vers lequel d'autres pays africains seront appelés à se joindre. Merci Jonathan Batengene, un grand merci également à Issa Diawara du côté du Mali. Vous parlez de ce Mali qui doit voir dans tous les sens comment s'en sortir. Eh bien, les Africains sont également au chevet du Mali à travers l'OPAM, l'Organisation panafricaine mondiale, qui dans quelques jours, donc du 23 au 25 juin, vont donc organiser ce grand forum d'investissement panafricain du côté du Mali. En tout cas, Foyo Média y sera bien. Merci à vous. Bonne suite des programmes sur les antennes de Foyo. On se retrouve demain à la même heure pour le même programme, Inch'Allah.